inzambi irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine. Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine à la présentation. Joséphine Johnson-Nzemana. Ouvrons cette rétrospective par cette déclaration du numéro 1 burundais, Evariste Ndayishimiye, qui implore le pardon pour ceux qui commettent différents crimes de violation des droits de l'homme au Burundi. Le président Ndayishimiye l'a dit jeudi dernier dans une croisade que son parti avait organisée à Muramvya pour célébrer les 2 ans de son pouvoir. Le réseau des citoyens Probes RCP trouve plutôt qu'il devrait punir les coupables étant donné qu'il en a toutes les compétences. Les détails avec Eddie Claude Ninazgwe. Dans cette croisade de prière organisée à Muramvya par le parti CNDD-FDD pour célébrer les 2 ans de règne d'Evariste Ndayishimiye, le président de la République, dans sa prière, a imploré le pardon à l'endroit des autorités qui commettent différents abus, particulièrement ceux qui pillent les biens des autres. Nous déplorons nos comportements indignes. Accordez-nous le pardon, car nous avons toujours de la haine. Nous avons encore de la jalousie, et parmi nous, il y a ceux qui pillent toujours les biens des autres. Il y a parmi nous ceux qui croient encore aux féticheurs. Il y a ceux qui divisent les familles burundaises. Il y a des voleurs et ceux qui font mal aux autres. Nous avons des ventres insatiables, mais nous voulons la délivrance. Seigneur, donnez-nous le pardon. Le réseau des citoyens probes condamne ce langage du chef de l'État. Gervais Niwigira, le vice-président de ce réseau, explique que ces propos démontrent que le président de la République ne sait pas différencier le pouvoir exécutif et le pouvoir spirituel. Nous voyons que le président ne veut pas appliquer les lois et surtout la Constitution qui lui donne tous les pouvoirs de punir conformément à la loi les malfaiteurs, les corrompus et les autres qui commettent des exactions. Mais aujourd'hui, se confie à Dieu pour demander pardon à leur place. Alors que nous savons qu'il y a les hommes de Dieu qui ont dans les responsabilités de demander pardon, mais le président a les pleins pouvoirs de mettre en application les lois en vigueur conformément à la Constitution. Donc aujourd'hui alors, nous demandons au président de la République de ne plus confondre le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel, qui punissent tous les malfaiteurs et tous les corrompus. Donc aujourd'hui alors, on voit que le président se cache derrière les prières, derrière les croisades, pour montrer que ce sont les prières qui vont faire du bien à l'opération, qui vont guérir les âmes des Burundais, alors que nous savons qu'il y a les lois qui sont là. Pourquoi ne pas appliquer les lois et pour punir les personnes là qui sont connues? Ce réseau demande plutôt au chef de l'État d'user de son pouvoir pour sanctionner les coupables qu'il connaisse lui-même. Le Burundi a fortement reculé sur le plan politique après les 2 ans du régime Ndayishimiye. C'est le constat fait par Frédéric Bamvuginyumvira, président de la plateforme Sephora Rusha. Bamvuginyumvira regrette que le pouvoir se confond au parti CNDD-FDD et l'Assemblée nationale ne travaille que pour le compte du parti au pouvoir au lieu de travailler pour toute la population burundaise. On l'écoute. La politique du pays, la politique du Burundi, aujourd'hui est en main du parti CNDD-FDD. Et le CNDD-FDD a sa propre politique qui n'a jamais changé depuis qu'il accède au pouvoir en 2005 jusqu'en 2020 et puis de 2020 à aujourd'hui. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que justement c'est le parti CNDD-FDD qui oriente la mise en place des institutions. Or, ce sont les institutions qui font mouvoir le pays. Vous avez de mauvaises institutions, le pays sombre. Vous avez de bonnes institutions, le pays se développe, le pays évolue dans un sens positif. Eh bien, le CNDD-FDD met en place l'Assemblée nationale, met en place le Sénat. Quels sont les objectifs de la mise en place de l'Assemblée nationale du Sénat pour le CNDD-FDD? Visiblement, c'est pour donner du travail à ceux-là qui ont été assez actifs lorsqu'ils étaient dans la rébellion ou lorsqu'ils ont été sollicités sur le terrain pour écraser les autres formations politiques. Voilà pourquoi
la mise en place des institutions répond à une autre obligation, à une autre logique que la logique de développer le pays. Et c'est pourquoi les membres de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils ne répondent pas aux préoccupations de la population. Ils ne représentent pas la population. Loin de là. Ils représentent le parti. C'est pourquoi, lorsque un membre du gouvernement vient à l'Assemblée nationale, se prend comme le patron de l'Assemblée nationale, donc du législatif, ce qui est aberrant. Et ce n'est pas de la démocratie, ça devient quelque chose d'autre qui est loin d'être la démocratie. En plus, lorsque vous voyez l'Assemblée nationale voter des lois, ces lois répondent à quelles obligations, répondent à quelles aspirations, répondent à quels objectifs. En tout cas, ça ne répond pas aux aspirations du peuple, ça répond aux aspirations du dirigeant. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale est une branche du pouvoir CNDD-FDD. Les exemples sont légion. Le plus récent, c'est lorsque le ministre des Finances s'était présenté à l'Assemblée nationale pour le vote du budget. Il a dit, eh bien, ne cherchez pas à poser beaucoup de questions. Ne cherchez pas à aller vers le président de la République parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et lui. Acceptez comme je vous présente la chose, voilà. Ne posez pas de questions. La politique de découpage territorial a été bien accueillie par Francis Selohero, candidat indépendant au poste du président de la République dans les dernières élections de 2020. Il indique que ce projet faisait partie de ses priorités. Il demande que les nouveaux dirigeants de ces entités soient nommés sur base de compétences. C'est une bonne décision prise par le gouvernement de Gitega, une décision qui corrobore ce que j'avais proposé aux élections de 2020. Prendre une décision est une chose, mais en faire un outil de production est autre chose. Et j'espère qu'ils ont pris leur temps pour comprendre ce que cela signifie. Et j'imagine qu'ils comprennent la nécessité de maîtriser notre territoire, de savoir où se place la population, où placer les investissements en matière agricole, en matière pastorale. Et je crois que nous savons ce que cela peut amener dans notre pays. La force d'un homme politique, la force d'un groupe politique, ce n'est pas de créer une surenchère en matière de violence, ce n'est pas de crier ou de faire des mensonges ou de s'accuser mutuellement, mais c'est d'apporter des idées qui influencent le développement d'un peuple. Et sinon, au niveau économique, le Burundi a besoin des espaces. Le Burundi a besoin de diminuer une certaine lourdeur administrative qu'on remarquait ici et là, partout où vous passez, il y a un gouverneur. Si par exemple vous vouliez investir dans le nord, il fallait négocier, il y avait assez de limites. Il y a une province qui ne vous donne pas accès à d'autres espaces. Donc c'est comme s'il fallait négocier avec 2 ou 3 gouverneurs pour arriver à investir dans le nord ou dans l'est. Donc il faut comprendre que cette lourdeur administrative, elle est vraiment facile à limiter grâce à des grands ensembles. Ensuite, il faut comprendre qu'on avait un certain pléthore au niveau politique. Il y a trop de gouverneurs, il y a trop d'administrateurs. Pour quelle raison? C'est un gaspillage des finances publiques. Donc, il faut que cela diminue, mais qu'il y ait une décentralisation pour que les chefs des zones, les chefs de collines arrivent à donner réponse à beaucoup de questionnements d'un peuple. J'étais désolé que tous les Burundais croient que quand vous avez un problème dans la province, vous devez chercher un gouverneur, vous devez chercher un administrateur. C'est pas nécessaire. Quand toutes les institutions d'une nation fonctionnent correctement, la justice, la santé et tout, on n'a pas besoin de rencontrer nécessairement à tout bout de champ un administrateur, un gouverneur. Donc c'est cela. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Oui, officiers de l'armée burundaise en pleine mission de maintien de la paix en Somalie ont été rapatriés au Burundi. Ils seraient impliqués dans un vol du matériel mis à leur disposition pour la survie du contingent burundais des forces africaines de transition ATMIS. Les détails dans ce reportage avec Vanessa Mouiteka. Ces officiers de l'armée burundaise renvoyés de la mission sont 2 officiers de grade de lieutenant-colonel et 6 autres du grade de major. Il s'agit du lieutenant-colonel Ndibaliga, SS 0630 de la matricule, lieutenant-colonel Bigiligwa, SS 0638, major Nahayo, SS 1307,
Major Nkurunziza SS 0992, Major Zeimana SS 1323, Major Ngabodiza Martien SS 0996, celui-ci étant l'ancien commandant du 66e bataillon ATMIS. Il a été renvoyé en même temps que son adjoint et son chargé des opérations, respectivement les majors Deon Zeimana SS 1323 de la matricule et Deon Sengiyumva SS 1476. Les informations qui nous détenons des sources de la radio Inzamba parmi les militaires burundais du contingent ATMIS indiquent que ces 8 officiers ont été renvoyés sur accusation d'avoir volé le matériel logistique du contingent, essentiellement les vivres et le carburant. 3 étaient à la position de Miltigou et 5 autres à Malsa. Le vol du matériel logistique des militaires burundais du contingent ATMIS était souvent reporté, mais les présumés étaient des fois protégés par la hiérarchie. Les mêmes sources indiquent que l'attaque terroriste qui a eu lieu au début du mois de mai aurait été très meurtrière parce que les djihadistes venaient souvent s'approvisionner en matériel, les agitant dans les mains de certains militaires du contingent burundais, profitant de la même occasion à espionner le poste. Le renvoi de ces officiers intervient quelques jours après la visite du commandant des forces armées burundaises, le lieutenant-général Premier Ngabo en Somalie. À la rédaction de la radio Inzamba Kakawe, nous n'avons pas encore eu la version du colonel Floribert Abiyeleke sur les révélations des militaires burundais du contingent ATMIS. Clôturons cette rétrospective de l'actualité par les états généraux de l'éducation qui se sont déroulés durant cette semaine écoulée. Parmi les grandes recommandations qui ont été formulées par les participants figurent le prélèvement fiscal des grosses entreprises et le retenu sur salaire mensuel des fonctionnaires de l'État pour financer le secteur de l'éducation. Parmi les grandes recommandations qui ont été formulées par les participants dans ces assises de 3 jours figure entre autres la cohérence du continuum des curricula depuis le préscolaire à l'enseignement supérieur en impliquant tous les partenaires de l'éducation. Et pour y arriver, il faudra évaluer les réformes entreprises à tous les niveaux du système éducatif national. Les participants ont également recommandé l'identification des enseignants qui dispensent des cours pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Concernant le thème en rapport avec l'organisation des curricula face à l'employabilité des lauréats du système éducatif burundais, les participants dans ces assises ont proposé la formation en filières stratégiques, entre autres l'agriculture, l'élevage, l'éthique, sans oublier le secteur du tourisme. Pour améliorer la qualité de l'éducation dans le secteur public et privé, il faudra doter les structures de concentrer des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes. Pour y arriver, il faudra bien entendu augmenter le budget de fonctionnement de ces structures. L'autre terme qui a retenu l'attention des participants est celui en rapport avec la gestion des infrastructures et équipements scolaires et académiques. Les participants ont recommandé la mise en place d'un plan de construction, de réhabilitation des infrastructures et d'équipements scolaires et universitaires publics. La construction des salles de classe du préscolaire au fondamental s'impose selon les participants dans ces états généraux de l'éducation. La promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et au métier a été une grande préoccupation des participants qui ont suggéré l'accessibilité des supports pédagogiques en faveur des bénéficiaires. Pour pallier à ce problème, il faudra permettre à la régie de production pédagogique RPP d'importer directement les matières premières à l'usine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Concernant le thème en rapport avec la recherche et l'innovation au service de la mise en œuvre du plan national de développement, vision et perception des jeunes, il faudra mettre en place et financer une banque de recherche dans des domaines prioritaires du gouvernement. S'agissant du thème en rapport avec le financement de l'éducation, les participants ont recommandé la mise en place d'un système de prélèvement fiscal aux grosses entreprises et aux salariés de la fonction publique. Il faudra aussi intégrer le financement de l'éducation dans le plan communal de développement communautaire. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un peu final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon week-end. À la prochaine. Inzamba irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.